il y a évidemment ensuite, écoutez, oui, Stendhal indubitablement, hein, dont je parle beaucoup dans La Fête à Venise. C'est lui qui ouvre le roman par une sorte de petit détour sur ses écrits privés, hein, sur son laboratoire privé. Balzac, certainement, pour la documentation, pour la vision de ce qui fait agir les consciences qui se trompent, pour l'argent. Un romancier doit savoir comment fonctionne l'argent, la police parallèle, la mafia, qui est la même chose finalement que la police. Comme Genet, autre romancier de génie, l'a brillamment montré. J'ai fait un long texte sur Genet, qui s'appelle Physique de Genet, pour montrer cette lucidité de Jean Genet. Il y a évidemment Céline, qui reprend toute la... alors lui, Proust, j'ai déjà dit, Proust, bien sûr, de plus en plus actuel en réalité, si on suit bien ce qu'il veut dire, Céline. Et puis, alors peut-être celui auquel je reviens toujours, qui est bizarre, à cause de sa méditation sur le temps, c'est Joyce. Parce que je crois qu'il est très oublié maintenant, et que, si, il faudrait personne ne le lit vraiment. Hein, Finnegan's Wake, je parle, son dernier grand livre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire vraiment? Là, ça reste encore à comprendre, à déchiffrer, pratiquer. Parce que c'est un des écrivains les plus libres, et je vais vous dire pourquoi aussi il m'intéresse à propos du XXe siècle. Quand vous êtes James Joyce et que vous êtes exilé d'Irlande, enfin vous êtes exilé volontairement d'Irlande au début du siècle, au début du XXe siècle, vous écrivez, après beaucoup d'aventures, notamment une aventure personnelle extrêmement intéressante, vous écrivez Ulysse, qui paraît en 1922 à Paris. Dès 1920, des extraits d'Ulysse parus dans Little Review sont brûlés. 1922, le livre est interdit dans tous les territoires anglophones, Angleterre et États-Unis d'Amérique. Il va rester interdit pendant 12 ans. Puritanisme. Joyce, c'est l'exemple même de l'écrivain petit bourgeois, corrompu, impur, libidineux, vipère lubrique, peut-être même hyène dactylographe, qui est à contre-courant de ce que doit être l'art, c'est-à-dire prolétarien, socialiste, comme vous voudrez, c'est-à-dire celle des honnêtes travailleurs qui n'ont pas rentré dans des considérations de décadence, de dégénérescence, comme celle de ce Joyce qui écrit Ulysse. À Paris, Joyce écrit pendant 17 ans Finnegan's Wake à Paris. À Paris, presque personne ne veut savoir que Joyce est là. Qu'il est là en train d'écrire, là, dans la rue d'à côté. La NRF est contre. Gide trouve qu'Ulysse est un fauché, ça lui plaît pas vraiment. Il y a un abîme entre écrire Corydon et écrire Ulysse. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les surréalistes, qui ont une position de pouvoir importante, ne trouvent pas ça bien non plus. La femme n'est pas un être merveilleux, plein de mystères, bien au contraire. Les rêves n'ouvrent pas sur un au-delà. Cette écriture risque d'atténuer l'écriture automatique. Et enfin, pour ce qui est de l'amour, tel qu'Aragon bientôt va nous le chanter après 1930 dans le sillage, que vous savez, ça ne va pas non plus. Donc Joyce, pourquoi il m'intéresse? Parce que plus seul au XXe siècle, tu meurs. Vous êtes interdit dans votre propre langue. Les Allemands sont contre vous. L'Empire soviétique est contre vous. Et vous êtes juste toléré.
dans la ville lumière, pourtant c'est là qu'il va pouvoir vivre. Et il meurt en exil à Zurich, bon, en 1941. Donc c'est une vie, si on la considère, c'est pour ça que l'écrivain, l'écriture, dit souvent la vérité la plus profonde. Quand on regarde le trajet d'un type, je pourrais vous prendre d'autres exemples, parce que tous sont intéressants. Et c'est pour ça que la biographie des écrivains est aussi très intéressante, et fait partie du roman qu'ils écrivent. Eh bien, d'autres exemples, Hemingway, Faulkner, Fitzgerald, les Américains. Il faut voir que c'est là qu'il faut lire ce qui est arrivé vraiment dans l'histoire humaine. Il faut le lire chez les écrivains et le voir chez les peintres. Il faut cesser, je crois, de voir dans la littérature ou l'art uniquement des procédures formelles. On a des tonnes de commentaires universitaires qui veulent réduire l'art et la littérature uniquement à des procédures formelles. Sur cet abandon du sens des œuvres profond, singulier, se construit exactement à l'inverse, mais en parallèle, l'idéologie sociale des œuvres. Et les deux partenaires vivent ensemble, chacun dans son domaine séparé. Au fond, c'est une sorte de Yalta entre eux. Moi, je vais dire ce que c'est par rapport à la société. Vous êtes des formalistes. Et les autres disant, nous, on s'occupe vraiment de l'écriture, de la technique, etc. Et vous êtes des dogmatiques, des sociologues. Comme ça, on ne pose pas la question principale, qui est, qu'est-ce que c'est que d'attraper dans telle ou telle forme, et en y mettant sa vie elle-même, le sens historique social, le langage qu'il faut, exactement comme il faut. Donc, vous voyez, c'est ça le blocage. Eh bien, il peut y avoir des écritures très différentes, et il faut les aimer pour ce qu'elles sont, chacune, à condition de respecter leur singularité. Et c'est pour ça que j'écris un gros livre qui s'appelle La guerre du goût, qui désoriente exprès les classements, les exclusives. Parce qu'on peut aimer, et ça c'est pour combattre le puritanisme, justement, des deux côtés. On peut aimer Voltaire et Georges Bataille. On peut aimer la marquise de Sévigné et Sade. On peut aimer en peinture Francis Bacon et Titien. Le fait que les enjeux fondamentaux pour l'être humain pourraient être changés et transformés par la technique, ça impliquerait par exemple qu'il y aurait des progrès en art ou des mutations considérables. C'est faux, mais pas entièrement. Je veux dire par là que le fait que quelque chose tende à être oublié ou éliminé, par exemple le rapport à la main pour écrire, la mémorisation qui change de nature. J'ai publié dans la revue une étude d'un type très bien qui explique comment il a constaté que sa mémoire changeait à cause de l'ordinateur. C'était plus tout à fait la même mémoire. Pas non plus tout à fait la même mémoire personnelle. Comment il se sentait en conflit. Bien, ce sera toujours la même chose. Il faudra décrire ce qui se passe. Il faut décrire ce que la technique amène. Donc le discours ne doit pas être contre la technique. Non. Pas contre la télévision, pas contre le CD-ROM, pas contre ce que vous voulez, l'électricité, à la limite. Non. C'était d'ailleurs le point de vue de Heidegger, qui allait être le grand
critique de la technique, mais qui ne s'est jamais prononcé contre la technique. En revanche, ce qu'il faut se demander, c'est où en est la possibilité de penser par rapport à cela. Est-ce que on s'en remet complètement au calcul, puisque la technique, l'essence de la technique n'a rien d'humain. Et alors il faut se demander comment la pensée, toujours la même, mais jamais la même. Le roman, toujours le même, jamais le même. La poésie, toujours la même, jamais la même. Comment elle peut subsister? Ce que nous allons vivre, c'est probablement de plus en plus, alors la fin d'une grande illusion, à savoir que la pensée était très répandue. C'est pas vrai. Qu'appelle-t-on pensée? Dit Heidegger, il va même jusqu'à dire nous ne pensons pas encore. Bon, vous vous rappelez ce petit livre absolument merveilleux, éblouissant. Oui, moi je suis frappé du fait que les écrivains ils travaillent pas assez, ils ne se renseignent pas assez, ils ne sont pas assez curieux des enjeux de la technique. Il faut y aller. Il faut aller voir ce qui se passe dans les laboratoires, il faut aller voir ce qui se passe dans les coulisses de la télévision ou des ordinateurs. Il faut faire son métier, quoi, tout simplement.